Donc on va commencer cette première présentation un peu par le hard. Donc c'est la réglementation, c'est un peu les recettes de cuisine en fait. Donc on va un peu voir quels sont les principes. Ce qu'on avait proposé et on trouvait plus intéressant plutôt que d'éplucher la réglementation qui est souvent pas toujours très digeste, de regarder à travers le prisme d'une ZAC, donc d'une zone d'aménagement concerté qui reste un peu l'outil un peu le plus souvent plébiscité dans le cadre d'opérations d'aménagement. Et à travers cet outil, on verra un petit peu les cas de figure qui peuvent se poser, y compris dans d'autres opérations au type de lotissement, ou même des faits concertés. C'est l'outil un peu plébiscité par les aménageurs quand il s'agit de faire une opération d'aménagement. Il y avait un ancêtre qui s'appelait les UP. Alors en urbanisme, on a bien les acronymes, hein, donc vous allez un petit peu en manger. C'est un peu le programme de ce matin. Et les zones urbaines prioritaires. Voilà, donc ça a donné les grands ensembles. Donc rapidement, on s'est rendu compte dans les années 60 que cette manière de faire n'était pas satisfaisante. On faisait principalement du logement massif en bas. Et donc l'idée des zones d'aménagement concerté, c'était finalement d'avoir une pensée un peu plus globale et articulée entre l'échelle territoriale et l'échelle locale. Donc ça, c'est la loi d'orientation foncière qui a été faite en 1969. C'est un espèce de 10 commandements dans l'aménagement. Ça a fondé l'urbanisme moderne, qui a été fait d'ailleurs par Eckhard Pisani, qui vient de décéder. Donc c'est là où on pense l'échelle territoriale de l'agglomération avec le schéma directeur, maintenant on appelle ça des SCOT. On descend au niveau communal, alors à l'époque ça s'appelait des plans d'occupation des sols, maintenant c'est des plans locaux d'urbanisme. Donc dans un premier temps on définit finalement là où on va construire, ce qui a vocation à être des zones urbaines, des zones agricoles ou des zones d'espace naturel. Dans un deuxième temps, à l'échelle communale, on définit les parcelles et les droits à construire, la typologie. Et enfin, au niveau opérationnel, en bas, on a les outils, ce qui met en œuvre, parce que bien évidemment, quand on a un plan local d'urbanisme, c'est pas parce qu'on permet la construction que l'opération va se faire. Donc il faut des moyens, il faut des outils opérationnels. Donc les deux outils opérationnels qui ont été pensés, c'est légiférés, c'est donc les zones d'aménagement concerté et le lotissement. Alors ils existaient déjà sous différentes formes, mais c'est un peu pour bien comprendre l'architecture de tout ça. Voilà, donc ça c'est un peu pour illustrer où on en était un peu au début des années 60, et aujourd'hui, ça c'est la ZAC des Girondins qui se trouve dans le 7e à Lyon. Je pense que là-dessus c'était un petit rappel qui me semblait pas inutile à faire ici. Alors, aménager. Avant de rentrer un petit peu, qu'est-ce que ça veut dire aménager? Alors, de manière très schématique, on prend l'exemple d'une parcelle agricole qui n'est pas construite, sur laquelle vous avez différents propriétaires et plusieurs parcelles. Donc on est en zone ce qu'on appelle non constructible, c'est souvent dans le PLU, les zones UA, soit à vocation à être urbanisées ou en zone N naturelle. Donc ça c'est l'état initial d'une opération d'aménagement. Ensuite, Ensuite, il y a l'étape un peu invisible de maîtrise foncière. C'est-à-dire qu'on passe finalement, le foncier reste agricole, on a plusieurs parcelles, par contre on a un seul propriétaire. Donc pour pouvoir aménager, une des conditions, c'est pouvoir disposer du foncier pour pouvoir réaliser l'opération. Ensuite, à véritablement parler, il y a l'opération d'aménagement qui va consister en un remembrement foncier. Donc on passe de plusieurs parcelles à d'autres plusieurs parcelles, mais réorganisées en fonction du projet urbain. Le foncier est viabilisé à lotier constructible, ça veut dire qu'on y dessert, on peut rendre le terrain constructible, ça veut dire qu'on y dessert en termes d'infrastructure routière, de dessert piéton, mais aussi de réseau. Et on est par contre toujours avec un seul aménageur, mais ce propriétaire, c'est l'aménageur. Donc c'est lui qui a vocation à piloter l'ensemble de cette opération. Et enfin, l'étape finale, c'est que l'aménageur vend les parcelles à des promoteurs ou des bailleurs, et on a la construction sur chacune des parcelles. Alors vous admirez la qualité du plan masse, hein, qui est assez révolutionnaire. Mais globalement, l'aménagement, c'est ça. C'est donc partir d'un terrain foncier, le rendre constructible, et on met du terrain prêt à bâtir. Un autre point qui est important, donc on a vu les étapes un peu mécaniques d'une zone d'aménagement concerté. On a aussi, ce qui est important dans les zones d'aménagement concerté, c'est la chaîne des acteurs. Donc, ils sont assez multiples. Donc, au début, on a la collectivité, c'est celle qui va initier. Une ZAC est forcément d'initiative publique. On parle parfois de ZAC public, de ZAC privé. C'est forcément la collectivité qui a l'initiative de la ZAC. Même si ce n'est pas elle qui va piloter l'opération, c'est elle qui l'initie. Ensuite, c'est l'aménageur. Donc l'aménageur, qui est le plus souvent public. Il y a quelques cas, mais assez rares, où l'aménageur est privé. Donc c'est lui qui va prendre la responsabilité de cette opération, qui va la porter juridiquement, financièrement, et qui assure la maîtrise d'ouvrage de l'ensemble. Ensuite, on l'a vu, si vous vous souvenez dans les petites phases, l'aménageur, le promoteur et le bailleur. Donc c'est lui qui va, à l'échelle de la parcelle,
réaliser l'opération de bâtiment. Et enfin, l'usager l'habitant, c'est lui qui fait vivre. Donc on est dans une chaîne d'acteurs qui sont en cascade. C'est important parce que sur les questions énergétiques, on voit bien que ce qui est important, c'est quand on a des ambitions, notamment environnementales ou énergétiques, qui initient, qui sont au début du projet, une des difficultés qu'on va avoir, c'est s'assurer qu'entre, dès qu'on va passer la main entre la collectivité, l'aménageur, le promoteur et l'usager, qu'il n'y ait pas de perte en ligne et que ces ambitions soient bien, au final, à la sortie du projet. Donc ça, c'est une des difficultés qu'on a pu voir. Je pense qu'on en a tous un peu quelques exemples en tête. Donc on va essayer de voir un petit peu quels sont les leviers, comment mobiliser, comment s'assurer qu'entre le T0 et le temps final, on ait bien une continuité de l'ensemble de ces objectifs. Alors on voit notre chaîne des acteurs sur la gauche et on a 3 phases qui structurent le temps d'une ZAC. Donc on a les études amont, c'est là où on fait l'étude de préfaisabilité, où on regarde s'il y a un potentiel, s'il y a un marché. Donc là, c'est cette étape qui sollicite surtout la collectivité. Comme on a dit tout à l'heure, c'est elle qui va mobiliser, qui va lancer le projet, qui va définir les grands enjeux, la programmation, qui va aussi choisir l'aménageur. C'est très rare, de très rares cas, c'est la collectivité qui est son propre aménageur. Elle préfère en fait externaliser, notamment pour les questions comptables et financières. Elle préfère que le risque financier de l'opération soit porté par une structure ad hoc plutôt que ce soit porté sur les finances directes de la collectivité. Il y a aussi ces règles comptables qui font qu'on va vers le choix d'un aménageur. L'aménageur, donc, il va reprendre la responsabilité juridique du projet. Il va s'appuyer sur les ambitions et la volonté de la collectivité. Donc, il lui dira, par exemple, je veux plutôt avoir une zone d'aménagement plutôt construire le logement, ou je veux plutôt une zone d'aménagement qui ait vocation du tissu économique. Donc, ces discussions se font à ce moment. C'est lui qui va regarder de manière un peu plus fine les questions du bilan. On va voir entre les recettes, ce que désire la collectivité, notamment en termes d'équipement public, est-ce que par rapport au marché et aux recettes que lui peut prévoir, est-ce qu'on va arriver à l'équilibre? Donc pour ce faire, il va lancer des études, il va s'appuyer sur pas mal de prestataires, donc la maîtrise de l'urbaine intervient à ce moment-là. Et en parallèle, il va aussi acquérir le foncier. Donc on a vu, c'est une des conditions nécessaires aussi pour réaliser l'opération. On passe ensuite à la phase étude opérationnelle. En général, ça se matérialise, le passage de phase, entre le dossier de création et le dossier de réalisation de ZAC. C'est peut-être des mots que vous avez entendu parler. Alors, c'est un double temps. Le dossier de création, c'est la création véritablement de l'entité juridique de la ZAC. La ZAC est créée. Et le dossier de réalisation, c'est qu'on a fini les études, le programme des équipements publics est validé, tout le monde est à peu près d'accord, notamment la collectivité et l'aménageur, sur un bilan, et donc on rentre véritablement en travaux. Donc on est dans ce deuxième temps. Une étape qui est importante, c'est que pour permettre la réalisation de la ZAC, donc il y a la maîtrise du foncier, mais il y a aussi que le PLU, le droit du sol, permette la construction du projet. Alors ça, c'est une nouveauté depuis les années 2000. On parlait souvent de règlement de zone, où les ZAC avaient un régime juridique où finalement l'aménageur faisait ce qu'il voulait. Le règlement de ZAC prévalait sur le PLU, donc la collectivité n'avait pas son mot à dire. On verra, ça a son importance par la suite. Depuis la loi SRU, donc Solidarité et Renouvellement Urbain, en 2000, les aménageurs, les ZAC, doivent forcément se conformer au PLU. Donc ça veut dire que la collectivité, même si elle donne la main à un aménageur dans le cadre de son projet, elle reste partie prenante. Et elle a aussi un pouvoir de blocage. C'est-à-dire que si à un moment elle rentre en conflit avec l'aménageur, elle peut décider, écoutez, moi, monsieur l'aménageur, votre projet ne me convient pas, mon PLU, je le révise pas. Bon, c'est en général des situations, on ne voit pas, mais finalement c'est des armes de dissuasion un peu massives qui permettent finalement et qui obligent l'aménageur et la collectivité à s'entendre. C'est aussi important pour la question environnementale et énergétique, on verra après. Donc là, le projet est défini dans ses grandes lignes. Donc on passe à l'étape d'après, c'est-à-dire que l'aménageur, une fois qu'il a aménagé, il fait ses travaux, donc il va vendre les parcelles, chacune des parcelles, auprès de promoteurs ou de bailleurs. Donc là, c'est un appel d'offres de promoteurs, on est sur les cahiers des charges de cession de terrain. Donc c'est le promoteur qui va acheter le terrain, et puis lui, il va faire la même chose, mais à l'échelle de la parcelle. C'est-à-dire qu'il va mobiliser une équipe d'architectes, de prestataires, il va s'appuyer sur le cahier des charges qui aurait été défini par l'aménageur pour réaliser l'opération. En parallèle, la collectivité révise et modifie le PLU. Le promoteur, pour pouvoir réaliser son opération, va déposer un permis de construire. Donc le permis de construire, c'est la collectivité qui va l'instruire. L'aménageur n'a pas la possibilité juridique d'autoriser la construction. Par contre, il va s'assurer que effectivement l'ensemble de ces préconisations et prescriptions sont bien respectées. Donc on est à chaque fois sur cette articulation de 3 acteurs qui interviennent de manière séparée, voire coordonnée.
enfin, c'est la phase de travaux. Donc on a nos promoteurs et nos bailleurs qui ont eu leur autorisation de construire, donc ils vont réaliser leur opération, alors soit unique, soit plusieurs, et il est souvent sur les grosses opérations, comme on le verra après, il y a souvent parfois des gros opérateurs qui prennent plusieurs parcelles. En parallèle, l'aménageur, il l'aura fait un peu avant, il aura réalisé les travaux d'infrastructure et d'équipement public. Donc c'est la desserte en réseau, c'est les espaces publics, qu'il rétrocédera après à la collectivité. Parce qu'une fois que l'opération est terminée, l'aménageur a vocation à disparaître. Et la collectivité, elle, va réaliser les équipements publics, les bâtiments publics qui sont à sa charge. Typiquement, des écoles, des crèches, des gymnases. Alors, elle a la possibilité aussi de mandater un maître d'ouvrage. Souvent, d'ailleurs, elle demande à l'aménageur d'assurer la maîtrise d'ouvrage de ces bâtiments, mais c'est elle qui est véritablement maître d'ouvrage de ces équipements. Et donc, à la fin, on a l'usager, l'habitant, qui va habiter, utiliser, consomme, et qui va aussi voter. Donc ça, c'est un point important. En général, les élus, ils ont bien ça en tête. Bon, c'est très schématique, hein, étant donné le temps imparti, mais c'est pour bien donner un petit peu le rôle des uns et des autres dans le déroulé du acte. Alors, pour parler un petit peu d'énergie, une fois qu'on a les grands mécanismes, que doivent les AC en termes d'obligations réglementaires? Comme on a vu que c'était le PLU finalement, c'est le PLU, le plan local d'urbanisme, qui va fixer le minimum en termes d'exigences énergétiques. Donc ça, c'est la RT 2012, aujourd'hui, en fait, qui est un peu plus... on connaît bien, les 50 kWh par an et par mètre carré sur les usages conventionnels en fonction des zones climatiques. Pour l'ancien, c'est un peu plus compliqué que ça, on n'est pas sur le référentiel RT 2012, on est sur le RT 2005. Voilà, on est sur l'ancien avec une approche, alors malheureusement c'est une approche un peu compliquée, on est soit par une approche par élément, soit par une approche globale. Donc globalement, ce qu'il faut voir, c'est pour le neuf, on est à ce niveau-là, et pour l'ancien, on est à ce niveau-là encore. C'est important de rappeler que les règlements d'urbanisme peuvent aussi exiger les niveaux de performance énergétique pour l'ancien. On l'a vu, hein, toute l'architecture des documents ont été faits dans une époque où c'était la reconstruction, donc tous ces éléments d'urbanisme ont été faits pour construire, il y avait un vrai besoin de logement, ont été faits pour du neuf. Et aujourd'hui, nous, ce qu'on rappelle souvent, notamment aux élus et aux collectivités, c'est que dans les documents d'urbanisme et dans les actes, on peut aussi intervenir sur l'ancien. Et on sait que même si on fait une opération qui est hyper vertueuse, la production de logements neufs, c'est 1%. Et si on fait l'éco-quartier qui est super vertueux, c'est le 1% du 1%. Alors ce sera peut-être super, mais il reste tout le stock. Aujourd'hui, nous, on essaie de décentrer un petit peu les objectifs en disant, c'est bien, en RT 2012, on a franchi un vrai palier. Par contre, il faut aussi traiter l'ancien, parce qu'il est là, le gisement. C'était le petit rappel. Alors, au-delà de la réglementation thermique, les collectivités de plus en plus développent leur propre référentiel. Alors, il y a des référentiels qui sont nationaux, on citera F-Énergie, qui est quand même celui qui est plus en point, qui vont au-delà de la réglementation thermique, donc les dispositifs de label et autres, donc il n'y en a pas d'autres, il y en a d'autres, hein, il y a des HQE et d'autres. Et les collectivités de plus en plus développent leur propre label. Donc à Lyon, je vous cite, il y a quelques exemples ici, c'est Habitat durable et Bureau durable, où on va au-delà de la réglementation. Pour un titre d'exemple, l'habitat durable à Lyon, pour toutes les opérations de logement dans les AC, donc les logements neufs, aussi bien pour le privé que pour le logement social, on doit aller au-delà. Il y a 3 niveaux de performance énergétique que le promoteur va choisir. Donc c'est soit le 50 kWh par an et par mètre carré, mais sans déduire la production d'énergie renouvelable par rapport à ça. Donc c'est du 50 kWh. Sinon c'est du 40, voire c'est du BEPOS. Et il y a une obligation d'avoir 20% de production d'énergie renouvelable. Ce référentiel est assujetti de pénalités pour les logements sociaux. Les logements sociaux reçoivent des subventions de participation de la part de la collectivité. Et donc, si jamais ces critères de performance ne sont pas tenus, il y a 2 000 € par logement de pénalité que le Grand Lyon inflige aux bailleurs sociaux. Capricieuse. Et on a la même chose sur le bureau durable. Donc après se pose la question, sur quel registre on est? Est-ce qu'on est sur ces exigences réglementaires? À partir du moment où on va aller au-delà, avec quel levier on joue? Est-ce qu'on est sur de l'imposition, de l'incitation? Est-ce qu'on est sur de la contrainte? Est-ce que cette contrainte, sur quel registre on est? Est-ce qu'on est sur le volet réglementaire? Ou est-ce qu'on est sur le volet contractuel d'acteur-acteur?
Alors là, il faut rappeler ce qui engage, on a vu dans les chaînes d'acteurs, ce qui tient les différents acteurs. La collectivité, quand elle définit son projet, son programme, elle va avoir recours à une concession d'aménagement pour choisir son aménageur. Donc là, on est en marché public, donc on est sur de l'ordre du contrat. Et c'est dans ce contrat, dans ce cahier des charges, qu'elle va définir un certain nombre d'objectifs. Elle pourra dire, bah, moi, je veux tant de pourcents, je vais aller au-delà de la RT 2012, je veux tant de bâtiments à énergie positive. Ça, on est sur du registre contractuel. Par contre, c'est pas des documents qui sont opposables. Effectivement, il y a des clauses de pénalité qui normalement sont prévues entre la collectivité et l'aménageur. Par contre, un tiers, en même temps, ne pourra pas après attaquer un aménageur en disant vous n'avez pas respecté ce document. On est sur le registre purement contractuel. D'un privé, finalement, d'un privé comme un privé à un privé. On va avoir la même chose à l'étage d'en dessous entre l'aménageur et le promoteur. C'est qu'au moment où l'aménageur va vendre le terrain à un promoteur, il va assujettir l'acte de vente à des conditions. Donc c'est le cahier des charges de cession de terrain et qui sera une annexe de l'acte de vente. Donc là aussi, on va y retrouver soit l'obligation de se conformer à tel référentiel, à telle obligation. Là aussi, on peut avoir deux registres, soit l'incitation, soit le côté obligatoire, donc on verra après. Par contre, cette obligation, elle n'est pas opposable au tiers. C'est-à-dire s'il s'avère qu'à un moment, le promoteur ou bailleur n'a pas respecté, n'a pas obtenu la performance, le non-respect du cahier des charges de cession de terrain n'est pas un motif suffisant pour rejeter le permis de construire. Il y a une jurisprudence qui s'est faite par rapport à ça. C'est pour les références Nougaro dans les années 2000. Donc les juges aujourd'hui considèrent que ce n'est pas un motif suffisant pour retoquer le permis de construire. Et ils considèrent qu'un tiers, à partir du moment où ce n'est pas l'aménageur, le promoteur, n'a pas vocation à remettre en cause ou à aller remettre en cause les droits d'urbanisme, puisqu'on est dans une relation contractuelle. C'est pour ça qu'il y a le troisième levier qui est quand même sous-utilisé aujourd'hui, sur lequel on insiste, c'est le PLU. Donc on a vu dans le projet, c'est que la collectivité finalement elle a toujours son mot à dire, puisque c'est elle qui va permettre et qui va instruire le permis de construire. Donc ce qu'on voit de plus en plus arriver sur les collectivités qui veulent malgré tout avoir des garde-fous en termes énergétiques, c'est que effectivement elles mettent des objectifs dans les concessions d'aménagement qui vont se retrouver dans le cadre des charges de cession de terrain, mais aussi dans le cadre de leur PLU, elles mettent ce niveau. Alors soit elles annexent, elles obligent dans le cadre des opérations d'aménagement, puisqu'on peut sectoriser les performances énergétiques. On peut dire que dans le cadre d'un projet qui fera l'objet d'une ZAC, on assujettit la construction à un niveau de pourcentage d'énergie renouvelable ou à un niveau supérieur à la réglementation. Donc ça, c'est aujourd'hui des leviers qui existent, qui sont trop peu souvent utilisés et qui sont mobilisés. Donc on voit de temps en temps, notamment les territoires ardents en pointe, qui sont dans une logique TEPOS et qui veulent s'assurer qu'au-delà de l'opération d'aménagement, on soit bien dans une approche qui soit un peu globale. Ce levier est de plus en plus utilisé dans le cas des PLU. Donc aussi bien dans la partie réglementaire, les règlements, les 15 articles du règlement, il y a des articles qui sont spécialement faits là-dessus. On a un nouveau dispositif, c'est des orientations d'aménagement et de programmation, c'est des annexes, où on peut justement, dans le cadre d'un projet, donner tout un tas d'orientations, et qui sont pour le coup là opposables, et qui sont de nature à remettre en cause la délivrance du permis de construire. Donc il y a un côté, on sécurise ces exigences énergétiques et on va taper ces exigences. Voilà, je pense que c'est à peu près tout.